La formation doit-elle être mise au service de l'emploi? Le travail doit-il être une fin en soi? C'est à ces questions, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Camille Dupuis, chercheuse et maîtresse de conférences, mais aussi François Sarfati, chercheur et professeur des universités, tous deux auteurs du livre Gouverner par l'emploi, une histoire de l'école 42, paru aux presses universitaires de France en 2022. Bonjour Camille, bonjour François. Bonjour. Bonjour. Avant d'aborder les conclusions de votre ouvrage Gouverner par l'emploi, je propose que vous nous parliez de l'école 42, l'école dans laquelle vous êtes immergé pour réaliser votre étude. L'école 42, c'est quoi? Alors l'école 42, c'est une école qui forme au métier de l'informatique, du code, du développement web de manière plus spécifique. C'est une école qui a été créée par un milliardaire français qui s'appelle Xavier Niel en 2013. Xavier Niel, si vous vous rappelez, c'est celui qui a aussi fondé Free. Donc c'est une école qui au départ avait un premier campus à Paris dans le 17e arrondissement qui s'est développé en France et à l'international. Il y a aujourd'hui une quarantaine de campus et voilà, qui essaye d'avoir en tout cas qui présentait une manière un peu innovante d'enseigner ces techniques-là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'école 42 plutôt qu'une autre école? En gros, quelles sont les spécificités de l'école 42? L'école 42, c'est une école qui met en avant le fait qu'elle est innovante par son modèle économique, puisque c'est une école qui ressemble à beaucoup d'autres écoles en informatique, mais qui a la particularité d'être gratuite. C'est ensuite une école qui accueille des publics sans distinction d'origine en termes de niveau d'études. Donc on a à la fois des non-bacheliers et des titulaires d'un bac+5 qui viennent dans cette école. C'est une école qui propose une pédagogie dite alternative aux différentes pédagogies qu'on peut observer dans d'autres écoles du secteur. Et c'est une école qui, en fin de cursus, ne délivre pas de diplôme. Et donc, on a un modèle comme ça qui est très différent, qui se présente comme étant tout à fait innovant. Et donc, en tant que sociologue, on est toujours très attiré par se dire, bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation? Comment elle fonctionne? À quoi ça renvoie? Et qu'est-ce qu'il y a de vraiment innovant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent, de disruptif là-dedans? Quand vous dites qu'elle est gratuite, comment est-elle financée alors? Alors c'est Xavier Niel qui a financé cette école sur ses fonds propres en mettant plusieurs dizaines de millions d'euros sur la table, donc qui finance l'école parisienne. Et ensuite l'école parisienne est elle-même financée par une sorte de franchise. Donc il y a des franchises dans 40 autres écoles. Et c'est ces autres écoles qui payent une forme de redevance à l'école parisienne. Donc au début, Xavier Niel a mis de l'argent sur la table. Et puis ensuite, l'école parisienne est en fait financée par les autres écoles. En tout cas, c'est l'idée à terme, qui est une forme d'autofinancement. D'accord. Et François, vous parlez de pédagogie alternative. Concrètement, ça se matérialise comment? Le point de départ, c'est l'idée que dans cette école, on est dans une école dans laquelle il n'y a pas d'enseignants. L'école a la volonté de promouvoir un modèle d'apprentissage par les pairs, le peer-to-peer learning, où au fond on plonge les élèves en coprésence dans une salle avec tout un tas d'ordinateurs et ils sont tous ensemble les uns avec les autres, à la fois en situation d'autodidaxie, puisqu'ils vont faire des recherches sur Internet pour résoudre des problèmes qu'ils rencontrent, mais aussi échanger avec leurs camarades, avec leurs voisins, voisines, pour comprendre comment fonctionne tel langage, pour comprendre comment fonctionne tel module, pour intégrer tel ou tel paramètre dans ce qu'ils sont en train de travailler. Autrement dit, on a une innovation au sens où on a, en tout cas c'est vendu comme ça, on a une école qui se présente comme une école sans enseignants, mais pas sans enseignement, puisque enseignement se fait de pair à pair, de proche en proche. D'accord. Et comment les étudiants vivent cet enseignement si particulier? Alors, en fait, il y a un mode de sélection qui est assez drastique pour entrer dans cette école. Vous allez voir, je vais vous le raconter, ça va répondre à cette question. Pour entrer dans cette école, il faut d'abord passer un mois
dans l'école au mois de juin, de juillet ou d'août, et en fait être soumis à un ensemble d'exercices qui fonctionnent selon le modèle que vous a présenté à l'instant François, c'est-à-dire on a des exercices qui viennent au fur et à mesure, il faut les résoudre tout seul ou collectivement, mais en tout cas sans l'aide d'enseignants, sans l'aide de correction, etc., etc. Et donc en fait, cette épreuve de sélection qui s'appelle la piscine, qui dure 1 mois, conduit à ce que les étudiants qui finalement entrent dans l'école sont ceux qui ont tenu pendant ce mois-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une très forte sélectivité, hein. La sélection, elle se fait sur ceux qui tiennent, et donc ceux qui rentrent dans l'école sont ceux dont, a priori, sont convaincus par ce mode d'apprentissage. D'accord, c'est très clair. Et concernant votre immersion au sein de l'école 42, comment s'est-elle déroulée? Pendant combien de temps êtes-vous resté au sein de l'école et comment avez-vous mené votre étude? Alors très simplement parce que c'est une école qui, fidèle un peu à ce qui s'observe dans ces secteurs numériques, veut montrer qu'elle est disruptive et donc et au fond était très ouverte à la présence de chercheurs, à la présence de sociologues en ses murs et dès le début, on a obtenu, comme l'ensemble des élèves de l'école, un badge nous permettant d'accéder à cette école 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour y observer une activité qui se déroule comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc pendant des journées entières, des semaines entières, on a passé du temps dans l'école et puis on a aussi passé du temps, y compris au milieu des nuits, au petit matin, en fin de journée et à différents moments, y compris le week-end, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans tous ces moments-là, puisque en effet, on est dans un espace où on va supprimer les frontières de moments strictement pédagogiques, de moments strictement informels, de moments de plaisir, de moments de loisir, et on avait cette interrogation et donc on a pu accéder à tout ça. D'accord, et vous avez parlé à plusieurs reprises d'enseignement disruptif, innovant. Est-ce que après votre étude, c'est quelque chose qui vous a marqué également, ou est-ce que pour vous c'est avant tout un effet d'annonce? Alors ce qu'on montre, hein, c'est que c'est plutôt effectivement un effet d'annonce, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place à l'école 42, qui sont déjà mis en place ailleurs. Ceux qui créent l'école 42, l'école qui crée l'école 42, et en fait l'équipe pédagogique d'une autre école d'informatique, celle-ci privée et payante, qui est débauchée en fait par Xavier Niel et qui va en fait débaucher à la fois les individus, mais aussi l'ensemble des contenus pédagogiques, etc. Et donc, en fait, on repart sur un modèle et sur des contenus qui sont très proches de ce qui était fait dans une école concurrente. Là où ça va un petit peu plus loin, c'est l'idée de supprimer complètement les enseignements et les corrections, mais ça renvoie en fait à tout un tas une littérature assez foisonnante autour de l'apprentissage par les pairs, etc. Et donc, il y a une forme plutôt de réappropriation de dispositifs et de discours existants plutôt que une innovation radicale que présenterait cette école. Et au-delà de ça, quels ont été vos premiers étonnements durant votre immersion? Est-ce qu'il y a des situations où vous n'attendiez pas du tout à observer, ou qu'est-ce qui vous a potentiellement surpris? Alors, parmi les étonnements, il y a des étonnements qui font partie du modèle 42. C'est vrai que c'est étonnant de rentrer dans un bâtiment aussi moderne, aussi bien tenu. C'est étonnant de rentrer dans un bâtiment qui sert à la fois d'espace pédagogique, mais qui est aussi un musée, un musée d'art contemporain, avec des œuvres un peu partout. C'est aussi étonnant de se promener sur ce qui s'appelle encore des clusters, mais le mot avait pas la même signification à l'époque de l'enquête. On est sur un plateau avec 300 Mac dernier cri, et c'est étonnant de s'y trouver à 2 heures du matin et de voir des étudiants en train de véritablement travailler. Ça, c'est à la fois étonnant, mais en même temps, on pourrait dire d'une certaine manière, un certain nombre de vidéos ou de témoignages disponibles sur Internet montre tout à fait ça, montre très très bien ça. Non, je trouve qu'il y a un autre sujet d'intérêt qui renvoie à la problématisation sous l'angle du gouvernement par l'emploi, c'est au fond de penser qu'il y a une véritable politique, une politique de formation, une politique d'emploi menée par
un entrepreneur qui va rentrer dans ce jeu de fabriquer une école en disant mais au fond l'État est défaillant, nous on va d'une certaine manière remplacer l'État. Et ça, moi je trouve qu'il y a un élément qui est intéressant parce qu'il est évidemment accolé très concrètement à ce terrain de la formation, mais on y retrouve évidemment une logique qui est très proche d'un certain nombre de courants libertariens aux États-Unis. Il faut rappeler que le fondateur de PayPal, par exemple, se définit comme un libertarien, c'est-à-dire, au fond, des entrepreneurs qui décident, disent-ils, de se passer de l'État, mais qui en même temps passent leur temps à travailler au plus près de l'État, avec l'État, en coordination avec l'État. Et donc on a une contestation de l'État, de la place de l'État, et en même temps un travail avec l'État, en grande proximité avec l'État. Et donc c'est très intéressant de pouvoir documenter ces formes de liens qui ressemblent un peu à du tango, quoi, dans lesquels on s'approche, on s'entraîne, on s'encourage, on reprend de la distance et on passe son temps à former un régime qui est en fait d'une certaine manière très harmonieux entre ces entrepreneurs qui montent des entreprises très rentables et l'État qui soutient, accompagne et au fond se laisse porter par ces entrepreneurs privés. Ouais. Dans votre livre d'ailleurs vous montrez très bien qu'il y a ce paradoxe entre la volonté de s'éloigner de l'État ou de le remplacer, et en même temps de travailler au quotidien régulièrement, de faire intervenir des personnalités politiques. Et donc il y a un jeu avec, on va dire, l'environnement politique, tout en le rejetant. Est-ce que vous avez pu observer d'autres paradoxes au sein de cette école ? Alors un autre paradoxe qui était assez frappant, c'est la distance ou l'écart entre un discours du secteur du numérique avec tout un idéal autour de l'absence de hiérarchie, de l'absence de règles, la liberté poussée à son extrême, et en même temps notre enquête de terrain qui montrait au contraire l'omniprésence de règles dans cette école, des règles sur le droit pour les étudiants à entrer dans la salle des profs, le droit à franchir un certain nombre de lignes, de lignes marquées au sol, certains espaces autorisés ou non autorisés, le droit de prendre ou non l'ascenseur, le droit de mettre un câble jack ou de pas le mettre sur un ordinateur, etc. En fait, un environnement extrêmement régulé, que ce soit pour la vie des étudiants ou pour la vie de la quarantaine de travailleurs et travailleuses qui concourent à faire fonctionner cette école. Et donc, il y avait vraiment un décalage fort entre ce discours et ces pratiques, ce discours sans règles et ces pratiques en fait très régulées, qui faisaient plutôt penser en fait à un environnement militaire plutôt que à un environnement disruptif ou hiérarchique. D'accord. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué tous les deux en début de cette discussion. Vous expliquez que pour votre observation, vous avez de l'école, vous avez pu avoir accès à l'école 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il vous arrivait de voir très tôt le matin ou très tard le soir des étudiants travailler. Et dans votre ouvrage, vous montrez que des fois, parfois, les étudiants dorment sur place, ils travaillent souvent dans l'urgence, ils travaillent le week-end, tout ça pour terminer des projets qui sont souvent avec des deadlines difficiles à tenir. Et cela me donne l'impression que l'école forme les étudiants à réussir leur premier épuisement professionnel. Et je serais très, très curieux de savoir comment les étudiants vivent cette situation. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que c'est à la fois le point qui peut être le plus excitant de se dire qu'on a des gens qui dorment sur place, qui déplient leur matelas gonflable, qui prennent leur duvet et qui vont s'endormir dans un espèce de gymnase. C'est à la fois complètement étonnant d'assister à ça. Et en même temps, si on va sur l'histoire de la fatigue, d'une certaine manière, l'épreuve de la piscine, qui est l'épreuve sélective, qui permet de sélectionner celles et ceux qui seront capables de tenir à l'école, c'est une épreuve qui a plein de points communs avec ce qui peut s'observer en classe préparatoire. Ce qui se passe dans cette école a aussi plein de points communs avec un certain nombre d'écoles de l'élite, quoi. Il faut travailler longtemps, il faut travailler beaucoup, il faut travailler tardivement,
il faut travailler dans l'urgence. Il y a plein d'élèves de classe préparatoire, comme d'enseignants de classe préparatoire, qui reconnaissent que on donne à peu près 4 fois trop de travail aux élèves de ces classes préparatoires par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Personne ne sera capable de faire tous les exercices, mais il faut apprendre à en faire un certain nombre et à travailler dans l'urgence. Et donc, on voit bien comment ce dispositif-là est assez proche de ce que nous, on a pu observer à l'école 42. D'accord. Et puis, oui, excusez-moi. On peut faire une comparaison moins sur le côté de l'école que de ce qui se passe dans d'autres secteurs professionnels. Si on prend par exemple le cas des architectes, les architectes sont habitués à travailler avec ce qu'ils appellent la charrette, et les écoles d'architecture vont former leurs étudiants, futurs architectes, à un moment donné, à devoir travailler très tard le soir, à devoir travailler beaucoup, très fort, à boire des quantités incroyables de café pour faire face à cette épreuve de la charrette. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on observe à 42, un peu romancé parce qu'on est dans un musée, parce qu'on sort son matelas, etc., est pas si différent de ce qu'on a pu observer dans d'autres espaces de formation, mais dans d'autres espaces socio-professionnels. Et en créant de telles conditions d'apprentissage, qu'est-ce que l'école souhaite transmettre aux étudiants ? Alors, sur ces questions de temporalité, ce que l'école apprend là aux étudiants, c'est bien à être disponible pour travailler 24 heures sur 24, pour travailler quand il y a besoin de travailler, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ça permet aussi d'apprendre une forme de non-distinction entre ce qui doit relever du travail et ce qui doit relever des loisirs. Ce que l'on voit dans cette école, que ce soit pour les étudiants comme pour les travailleurs et travailleuses qui y sont, c'est finalement une absence de frontières entre le monde professionnel et le monde personnel. Par exemple, les étudiants vont alterner entre aller dans la salle de jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo, puis se remettre à leur programme, puis aller dans l'immense amphithéâtre dans lequel il y a des projections vidéo, puis à nouveau se remettre à leur projet, etc. Et on va retrouver la même chose pour les travailleurs et les travailleuses, que l'on voit à la fois dans leurs activités professionnelles, mais très régulièrement entrecoupées de pauses sur la terrasse, de bières sur la terrasse, de matchs de foot quand on est en période de Coupe du Monde, etc., etc. Et donc on voit bien comment s'intériorise une non-distinction entre les différents temps sociaux, qui effectivement sont l'une des causes ensuite de ce que vous appelez le premier épuisement professionnel. Oui. Et vous montrez d'ailleurs dans votre livre que cette façon de faire a comme limite qu'elle forme plus des travailleurs que des citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Historiquement, former la jeunesse, éduquer la jeunesse, c'est pas simplement produire des travailleurs. L'école avec un E majuscule, c'est un espace dans lequel on va former à la fois des gens qui vont être intégrés dans la société, mais à la fois des gens qui vont être en capacité de participer à cette société et éventuellement de la transformer. Et au fond, quelles que soient les formations qu'on peut observer dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, on garde toujours un certain nombre d'éléments de formation qui permettent de n'être autre chose que un ingénieur dans une école d'ingénieurs, un avocat dans une école de droit ou un géographe dans un département de géographie. Dans toutes ces formations, on passe toujours du temps pour développer de la culture générale, développer de l'esprit critique. L'idée même, par exemple, de ce que c'est que l'université, la réflexion autour du savoir universel, c'est toujours développer un savoir. Et développer un savoir, c'est toujours développer un savoir critique, parce que produire du savoir, produire de la connaissance, c'est toujours être critique par rapport au savoir. Ça a un effet clair, c'est que classiquement, on a toujours une espèce d'alliage entre des savoirs spécifiques et des savoirs généraux, entre des savoirs à caractère, on pourrait dire, intégrateur, et puis des savoirs qui seraient plutôt de nature à permettre aux gens de se saisir leur existence par eux-mêmes et par là même de devenir citoyens.
L'école 42 est intéressante sur ces questions-là, notamment parce qu'elle pousse au plus loin une logique qui s'observe depuis une vingtaine d'années dans l'enseignement supérieur, la logique de professionnalisation des parcours, de professionnalisation des cursus académiques, dans laquelle on dit, au fond, l'enseignement supérieur, que ce soit dans les écoles privées ou dans les universités, ça doit servir aux gens à se préparer à l'emploi. Là, en fait, à l'école 42, on franchit un pas de plus, puisqu'on va transmettre des savoirs, des savoir-faire, et même, on pourrait dire, des savoir-être, simplement centrés sur l'obtention d'un emploi, l'acquisition des compétences utiles à aller travailler, au détriment, vous l'aurez compris, de tous ces savoirs qui forment des travailleurs qui seraient aussi des citoyens. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un passage qui m'a marqué. Vous discutez avec un étudiant qui a fini sa formation, qui a commencé à travailler et qui est étonné de certaines façons de faire dans l'entreprise, des discussions que peuvent avoir les personnes tous les matins pour se synchroniser sur leur travail. Et ça m'a donné l'impression que on forme des personnes à coder, mais pas du tout à réfléchir en collectif, à réfléchir à travailler en équipe. C'est un petit peu ça que vous venez d'évoquer? Effectivement, les apprentissages à l'école 42 sont pensés comme des apprentissages uniquement techniques. Donc, c'est de la technique de code. On apprend de la technique. On apprend rien d'autre. Et effectivement, on n'apprend pas des choses qui seraient liées effectivement à l'émancipation, etc. Mais on n'apprend pas non plus des façons de faire pour travailler ensemble, pour organiser le travail, pour se répartir le travail, etc. Et effectivement, lorsque les étudiants et les étudiantes reviennent de leur premier stage, ils ont cet étonnement de voir qu'en fait, il faut aussi être en capacité de collaborer pour travailler ensemble dans l'entreprise. Finalement, on a cet espace d'image du codeur qui va coder tout seul dans sa chambre ou tout seul dans sa cave, hein, ce que raconte cette espèce d'image mythique que racontent les grands start-upers américains ou français, alors que cette forme d'individualisation à la fois dans les compétences acquises, mais aussi dans les parcours, hein, puisque chacun va suivre le parcours qu'il va se dessiner en propre, donc personne n'a le même parcours à l'école 42, va effectivement conduire à ce que on forme des bons individus, des individus qui techniquement ont des compétences techniques qui sont développées, qui sont bonnes. On voit à quel point ils parviennent à la fois à trouver de l'emploi, à se débrouiller dans l'emploi, à rapidement s'adapter sur les questions techniques. Mais en revanche, on forme des individus qui ne semblent pas en capacité, ou en tout cas n'ont pas appris à s'intégrer dans des collectifs. Et ce qui va poser question pour leur possibilité ensuite à intégrer une entreprise, à faire entreprise, à travailler en collectif, à produire, à penser du collectif. La raison d'être de l'école 42, comme vous venez de le dire, c'est de donner un emploi, de fournir un emploi à la fin de la formation ou durant même la formation, parce que certaines personnes ne vont même pas jusqu'au bout de la formation parce qu'ils trouvent un emploi entre-temps. Est-ce que, pour cette raison d'être, vous considérez ou vous avez pu voir des chiffres qui montrent qu'elle est remplie ou non? Alors, c'est toujours très difficile d'avoir des résultats autour des effets de la formation. Il faudrait faire une vraie enquête 3 ans après le passage à l'école, et ça, d'une certaine manière, l'école est la seule détentrice des fichiers qui permettrait d'accéder complètement à ça. Ceci étant, tout nous porte à croire, à partir des données qu'on a récoltées, qu'en effet, l'essentiel des gens qui passent par l'école travaillent à la sortie de l'école. Donc ça, en effet, c'est un moment sur lequel on a peu de raisons de douter, notamment parce que on est sur un secteur qui est en fait extrêmement porteur. Mais il faut aussi penser que la structure des emplois disponibles dans le secteur du numérique est une structure qui, à l'image de tout un tas d'autres secteurs, n'est pas faite que des petits génies de l'informatique qui vont créer les outils technologiques qui révolutionneront l'Internet de demain, quoi. D'une certaine manière, il est à peu près clair que les emplois proposés aux sortants de l'école
c'est des emplois qui sont aussi variés que aller pisser de la ligne de code, pour reprendre une expression indigène, dans un grand groupe dans lequel on va toute activité aujourd'hui suppose d'avoir du numérique, et donc que ce soit dans l'industrie, dans la grande distribution, que ce soit dans une entreprise qui vend des services d'ascenseurs, dans une administration qui a besoin de main d'œuvre pour fabriquer un système intégré de gestion, il y a des gens pour faire du code, pour faire du dev, et donc on a une large partie des gens qui sortent de l'école qui peuvent aller travailler dans ce type d'environnement. Ceci étant, ce qui forme le rêve de départ de Xavier Niel, qui consiste à dire je vais former des artistes du numérique, le rêve il se retrouve confronté au fait que non, en fait, une large partie d'entre eux termineront pas dans des startups, une large partie d'entre eux termineront pas dans des entreprises très 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 innovantes, une large partie d'entre eux seront des développeurs ordinaires, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais cela dit, ces développeurs ordinaires, ils sont utiles à ces entreprises, et ils arrivent donc à trouver un emploi en sortant de l'école, notamment à cause de cette formation. Pour conclure, j'aimerais évoquer les conséquences de cet objectif de l'école 42, de faire de l'obtention d'un emploi comme seul objectif. Je trouve que ça montre à quel point le travail aujourd'hui, une activité n'est pas une activité comme une autre, mais au contraire une activité qui est une fin en soi, une activité autour de laquelle la société doit s'organiser. Quelles conséquences voyez-vous d'une telle situation ? Alors évidemment, l'idée de l'ouvrage, c'est pas de dire qu'il faut pas former des étudiants à aller ensuite dans l'emploi, sur un marché professionnel, qu'il faut pas les professionnaliser. Notre idée, c'était de dire que cet objectif, cette ambition de mettre la jeunesse à l'emploi ne doit pas être l'unique objectif des politiques publiques. Et l'école 42, on l'analyse comme un exemple parmi tant d'autres de politiques d'emploi, politiques de formation, qui consistent à penser l'intégration sociale au seul prisme du fait d'occuper un emploi. Et finalement, quelle que soit la qualité de cet emploi, est-ce que c'est un emploi dans lequel on trouve du sens, est-ce que c'est un emploi qui apporte quelque chose à la société, quelle que soit aussi la quantité de l'emploi, est-ce que c'est un emploi qui est à temps plein, qui est dans des conditions de travail, des conditions de santé de travail qui sont acceptables, avec une rémunération qui permet de vivre, etc. Finalement, l'accès à l'emploi devient le totem autour duquel la société s'organise, et ce qu'on essaye de montrer dans cet ouvrage, c'est effectivement les dangers à penser une société dont l'unique objectif serait de mettre tout le monde à l'emploi en oubliant un certain nombre d'autres enjeux, l'enjeu de la solidarité sociale, l'enjeu de l'émancipation, l'enjeu de la protection de l'environnement, etc., etc. Et donc, nous, on appelle à ce que ces politiques publiques, qui sont là incarnées dans l'école 42, mais qui sont incarnées dans tout un tas d'autres dispositifs sur lesquels on a par ailleurs travaillé, permettent de penser une société autrement que seulement dans un objectif d'occuper un emploi. D'accord. Merci Camille, merci François. Merci. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre Gouverner par l'emploi, une histoire de l'école 42 de Camille Dupuis et François Sarfati. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à vous rendre sur 0,org afin de vous inscrire à notre newsletter, mais également découvrir nos précédents invités. Pensez également à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci et à très bientôt.